Eh bien voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission Plus belle ma Sarthe consacrée, vous allez le voir, aux 24 heures du Mans. Et oui, nous sommes à quelques jours du départ de 24 heures du Mans et il n'y a que très peu de Sartois qui participent cette année puisque, hormis Sébastien Bourdet, on retrouve Arnold Robin, dont c'est la 4e participation. Arnold, avec un peu plus de sollicitations qu'à l'habitude, on peut dire? Oui, parce que voilà, ça va être ma 4e participation. Moi, j'ai la chance d'avoir le soutien du département de la Sarthe, de la ville du Mans. Donc forcément, des rencontres avec le public sur les marchés où on présente la voiture. Alors certes, un petit peu plus de sollicitations, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer les Sartois avant ce bel événement que sont les 24 heures du Mans. Est-ce que c'est la même émotion ou chaque année vous trouvez des choses différentes ou vous appréciez différemment, on va dire, ces événements, il y en a d'autres, on va en parler tout à l'heure, mais les 24 heures du Mans, parce que vous êtes chez vous, quoi. Alors je suis chez moi. Après, c'est vrai que moi je les ai fait en LMP2, je les ai fait en GTE. Là, cette année, c'est la 2e année en GT3. À chaque fois, le contexte a été un petit peu différent. Donc ça amène quelque chose de nouveau. Cette année, par exemple, c'est la première fois que je fais 2 années de suite les 24 heures avec la même voiture, la même équipe. Ça apporte un peu plus de sérénité parce qu'on n'aura pas à redécouvrir cette voiture-là sur le grand circuit. Donc voilà, toutes les années sont un petit peu différentes. Cette année, il y a beaucoup de sollicitations de la part du public. On sent encore un grand engouement du public. Donc ça fait plaisir avant cette grande course. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne connaîtraient pas suffisamment les catégories, il y en a 3 aux 24 heures du Mans. Vous êtes dans la 3e catégorie, celle réservée aux voitures GT3, des voitures de grand tourisme. C'est des voitures qu'on peut acheter dans le commerce, on pas dire de tous les jours, mais elles ressemblent à des voitures du commerce qui sont nettement améliorées. Voilà, tout à fait. C'est la seule catégorie aux 24 heures où les voitures sont issues d'une voiture de série. Après, on a 2 autres catégories qui sont là des prototypes, donc de voitures qui n'existent pas sur la route. Alors nous, notre voiture est issue d'une voiture de série, même si aujourd'hui elle est plus commercialisée. Mais voilà, donc c'est là qu'on retrouve des Ferrari qui ressemblent à des Ferrari de route, des Porsche qui ressemblent à des Porsche de route, des BM qui ressemblent à des BM de route. Oui, Arnold, on voit justement des images de cette voiture qui était justement exposée sur le marché des Jacobins dimanche dernier, où vous avez rencontré bien évidemment plein de gens. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gens? De quoi parlent-ils avec vous? Comment ça se passe? Alors, c'est marrant, quand on va à la rencontre des gens sur les marchés, il y a 2 publics. Il y a les experts des 24 heures, donc avec des questions très pointues, comme, je sais pas moi, la durée des relais, combien de temps on met pour changer les pneus, donc des questions très très précises. Et puis finalement, il y a presque qu'un pilote qui peut répondre à ces questions-là. Et puis des néophytes qui, comme ils sont au Mans, ont forcément entendu parler des 24 heures, savent que ça arrive bientôt, posent des questions peut-être plus, j'allais pas dire moins pertinentes, mais un peu plus simples, comme à quelle vitesse vous allez sur les unodières. Quelle est la puissance de votre voiture, par exemple? De la voiture. Justement, elle fait combien de chevaux, votre voiture? Elle fait à peu près 550 chevaux en fonction des différents équilibrages de performance qui peuvent exister pour une tonne 3. Donc ça reste forcément performant. Et puis, non, voilà, c'était... Et est-ce que ces questions de néophytes, on va dire, sont posées justement par des jeunes? Plus peut-être par des jeunes? Parce que les pointures, en général, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Plus d'expérience, qui vont 24 heures depuis de nombreuses années. On sent effectivement aussi un engouement des jeunes, et ces questions-là, viennent un peu plus des jeunes. À ma mère, lundi matin, j'ai eu la chance de rencontrer 2 classes d'enfants qui devaient être... des jeunes en primaire, et voilà, des questions plutôt naïves, mais avec plein d'émerveillement dans les yeux, c'était très sympathique. Oui, parce que le but, c'est aussi que ces jeunes viennent voir, ou peut-être sont déjà venus assister aux 24 heures du Mans, mais le but, c'est ça. Dans ces rencontres-là, effectivement, c'est d'attirer les gens vers les 24 heures, de créer peut-être des vocations. Alors là, c'est vrai qu'il y a un engouement particulier ces dernières années autour des 24 heures, mais cette jeune génération, voilà, dans 10, 15 ans, 20 ans, ils seront peut-être, je sais pas moi, ingénieurs, mécaniciens. C'est ça. Parce qu'on le dit souvent, c'est vrai que des rencontres comme ça peuvent faire naître des vocations, pas seulement de pilotes, mais ça peut être de mécaniciens, de journalistes, d'attachés de presse. Évidemment. Et puis, il y a tellement de métiers dans le monde de la course, et vous en êtes le témoin, puisque vous faites aussi le championnat du monde. Vous reconnaissez peut-être des Sartois qui, d'une manière ou d'une autre, sont passés, pourquoi pas, à la filière, dans la FFSA Academy, dans le Technopark, comme mécaniciens. Comme mécaniciens. On a aussi une bonne école d'ingénieurs au Mans, à l'ISMANS. Donc voilà, et puis on sait que c'est à ces âges-là que les vocations peuvent se créer par
le côté rêve, par le côté, en tant que Monceau ou Sartois, ça peut être accessible de travailler plus tard dans une écurie de sport automobile. Bon, par contre, vous, on peut dire que la vocation, elle a presque été tardive. Parce que bon, vous avez un papa qui a fait du rallye-raid. Tout à fait. Beaucoup moins de la piste. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mis à la piste, on va dire, assez tardivement? En fait, avec mon papa, on a commencé à rouler ensemble. J'avais 20 ans, il en avait 55. Mais on a commencé par la Fun Cup de manière totalement amateur et juste pour le plaisir le week-end. Alors, c'était déjà de l'endurance. Et puis, moi, j'ai un petit frère qui a 15 ans de moins que moi. Maxime. Pas nommé, avec lequel j'ai fait 2 fois les 24 heures. Et lui, par contre, il a fait beaucoup de karting jeune. Il est monté dans une voiture dès qu'il avait 15 ans. Puis il avait un petit talent. Et puis, il a eu des opportunités de passer aux catégories supérieures, des petits prototypes, des LMP3. Et puis, je l'ai suivi dans cette aventure-là, ce qui nous a amené en 2021, alors que j'avais déjà 36 ans, à mes premières 24 heures du Mans. Donc c'est vrai que moi, j'ai commencé le haut niveau en sport automobile aux alentours de 35 ans, ce qui évidemment est tard, ce qui est atypique. La passion du sport automobile, elle m'animait. Mais jamais en pensant un jour être aux 24 heures du Mans. Donc quand il y a eu cette opportunité-là, on l'a prise. C'était l'année post-Covid, donc il y avait un équipage qui avait libéré une voiture et un engagement. Il y avait un peu moins de demandes à cette époque-là que maintenant. Et puis après, on a capitalisé sur ça. On s'est dit que le GT qui allait revenir, le GT3 qui allait arriver en 2023, ça pouvait être une piste intéressante. Et puis on a fait des bons choix qui font qu'aujourd'hui, je suis à ma 2e année en championnat du monde, ce qui était inimaginable, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Oui, parce que quel regard vous aviez vis-à-vis de l'endurance et des 24 heures du Mans il y a 10 ans encore? Vous suiviez la course à la télé? Je suivais la course en tant que Sartois et puis gravitant un tout petit peu. Donc j'avais des amis qui participaient aux 24 heures du Mans. Mais c'est pas que je les enviais pas, mais pour moi c'était un tel niveau les 24 heures que j'osais à peine en rêver. Par contre, je les suivais, j'adorais y aller, en me disant que, par contre, si à 15 ans j'avais continué, j'avais fait du karting, j'y serais peut-être. Mais là, les parcours de vie fait que c'était plus pour moi, que les budgets demandés aujourd'hui étaient énormes, qu'il y avait moins ce côté accessible pour un amateur d'arriver aux 24 heures que peut-être dans les années 80 ou 90 où on pouvait des fois trouver un volant la semaine d'avant du Mans pour pas si cher que ça. Là, c'était plus du tout le cas. Donc voilà, il y avait un regard de passionné, mais qui se disait que non, c'est plus pour moi, ou le train est passé, et puis tant pis. Alors vous êtes pris au jeu, avec l'espoir de faire le meilleur résultat possible, on peut le dire, depuis le début de la saison, ça se passe plutôt bien pour votre voiture, votre équipage. C'est la voiture numéro 78. Donc on la suivra tout particulièrement aux 24 heures du Mans. Mais le but pour vous, c'est de prendre du plaisir aussi, en même temps que principalement. Vous n'avez pas encore tiré de plan sur la comète en vous disant, moi l'objectif c'est d'un jour, pourquoi pas de conduire une voiture plus puissante encore. Hypercar, il faut être professionnel. L'hypercar, il faut être professionnel. La LMP2, je l'ai déjà roulé en 2021. Non, au niveau des objectifs, moi je peux pas viser plus haut. À la limite, un bel objectif serait de continuer à le faire sur plusieurs années, ce qui n'est pas garanti non plus. Donc voilà, et puis cette année, effectivement, on arrive avec, alors je sais pas, des ambitions plus hautes. On se dit que si on fait une course parfaite, c'est-à-dire sans accroc, sans pénalité, sans tout ça, potentiellement le résultat sera meilleur que l'année dernière. Mais encore faut-il finir la course, faire une belle course, préserver la voiture le plus possible pendant on va dire les 2 premiers tiers de la course. On a un équipage aujourd'hui qui est compétitif, on a une voiture qui l'est beaucoup plus que l'année dernière. Une équipe qui a 1 an d'expérience sur la course, une année d'expérience sur le championnat du monde, donc c'est pareil, c'est un énorme gain. Donc non. Oui, parce que vous avez une voiture que l'on dit vieillissante, mais paradoxalement, dans les 3 premières courses du championnat du monde auxquelles vous participez, la voiture est toujours devant, avec notamment une pole position aussi, une pole position aux essais, un podium à Imola. Ça veut dire qu'il faudra compter sur vous. Je sais pas, on a prouvé en début d'année qu'on pouvait faire des beaux résultats. Aujourd'hui, on doit être 3e au championnat à 6 points de la tête. C'est incroyable, ce qui est rien du tout. Donc on espère que cette lancée continuera au Mans. Après, la concurrence est quand même forte.
Le Mans, c'est Le Mans. Et puis pour revenir à la voiture, il y a eu un énorme travail qui a été fait cet hiver, notamment beaucoup sur l'électronique, par l'équipe Acodis, par l'équipe Acodis et puis par Toyota à Cologne qui mine de rien développe aussi la voiture. Donc après voilà. On a réussi à optimiser la puissance et puis ce que le règlement nous permettait de faire. Après, ça reste une voiture ancienne quand même. C'est-à-dire que si on a des dégâts ou si on a des réparations à faire sur la voiture, ça prend beaucoup plus de temps que sur une voiture plus récente qui a été optimisée pour l'endurance, ce qui est un peu moins le cas de notre voiture. Donc, il faudra en prendre soin pendant les 24 heures. Vu de l'intérieur, comme vous pouvez l'être à bord de votre Lexus, comment vous jugez le niveau de compétitivité de cette endurance, de ces prochaines 24 heures du Mans, avec cette cohorte d'hypercars, avec des pilotes tous plus connus les uns que les autres, qui ont des expériences aussi au plus haut niveau? Non, c'est incroyable. Que ce soit le niveau des équipages, le niveau des équipes, parce qu'on a des très très grosses équipes et très très grosses usines. Si on prend Porsche, Ferrari, Toyota, mais même Alpine, qui arrive avec des moyens énormes sur ce championnat-là, des équipages. Je ne vois pas le moindre pilote qui est en dessous des autres. Donc forcément, à un moment donné, ça fait aussi un niveau d'intensité en piste qui est très élevé, parce qu'elles se bataillent pendant toute la course. Donc nous, GT au milieu, parfois, on doit faire un petit peu attention dans le trafic. Je trouve que cette année, il y a un niveau d'agressivité qui est encore un petit peu plus haut que l'année dernière, ce qui fait qu'on a eu un peu plus d'accrochage, notamment entre hypercars. Donc au Mans, ça sera une des clés de faire attention au trafic aussi, parce que il est très très particulier au Mans. On a certes ces grandes lignes droites, mais finalement qui sont assez faciles à gérer, mais on a des enchaînements comme les Porsche, l'entrée d'Indianapolis ou des choses comme ça, où c'est facile de rentrer à deux de front avec une hypercar. Et c'est aussi à nous de faire, alors même si la règle veut que ce soit plutôt à celui qui dépasse de faire attention, c'est aussi à nous à un moment donné de créer des situations claires pour ne pas aller au contact. Et puis la nuit, qui est toujours compliquée au Mans avec les différences de vitesse. Derrière, on voit juste deux phares, on ne sait pas forcément à quelle vitesse ça arrive, à quelle distance c'est. Donc non, le trafic au Mans, c'est toujours un sujet important. Eh ben merci Arnold, merci d'être passé nous voir. On vous souhaite le meilleur sur la numéro 78, donc la Lexus engagée dans la catégorie G3 prochaine 24 heures du Mans. Merci et rendez-vous demain à Connerré. Entre quelle heure et quelle heure pour ceux qui veulent Entre 9h et midi au marché de Conneré, donc on présentera la voiture. Bonne fin de soirée.